Nouveauté en ALR du membre supérieur. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que vous en êtes plutôt à la formation initiale. Vous êtes tous internes, machin. Donc, les nouveautés sur ce que vous savez déjà, c'est un peu complexe. On va essayer de systématiser le membre supérieur depuis l'épaule jusqu'à la main. Alors, il n'y a pas des dizaines et des dizaines de nouveautés non plus. Déjà, juste un petit rappel. Alors, c'est un peu chiant, mais l'épaule, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. C'est une zone charnière entre le bras et le tronc. Donc le territoire cutané, c'est le nerf supraclaviculaire. Je comprends pourquoi il n'y a pas de laser, parce que ça ne marche pas en fait. Le nerf supraclaviculaire, vous voyez, c'est comme une cape qui est posée au-dessus de l'épaule et qui va innerver la peau. Ça, c'est le nerf supraclaviculaire, à distinguer du bloc supraclaviculaire, qui est un bloc du plexus brachial qu'on pratique au-dessus de la clavicule. Ouais, donc le nerf supraclaviculaire, c'est celui-ci. Et il y a le nerf axillaire, qui n'est pas uniquement cutané, lui, qui est aussi moteur et qui va contracter le deltoïde. Alors ça veut dire que si on dépasse cette zone, on va devoir rajouter un paravertébral par rapport à un bloc interscalénique, le bloc référence de l'épaule. Si vous avez, par exemple, un trocar d'arthro qui est un peu plus postérieur, il faut rajouter un paravertébral. Un peu plus antérieur, c'est-à-dire en avant du sillon deltopectoral, il faut rajouter un serratus. Et au niveau du bras, par exemple sur la chirurgie prothétique de l'épaule, il faudra peut-être rajouter un intercostobrachial si vous voulez faire de la LR pure. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce territoire. Au niveau profond, c'est-à-dire au niveau de la capsule articulaire, cette fois ce sera le nerf suprascapulaire, sous-scapulaire et pectoral latéral, parce que le sclérotome ne se superpose pas au dermatome, ça on vous l'a dit tout à l'heure. Alors si on regarde les racines qui sont concernées par ces différents nerfs, si on a une approche plutôt radiculaire, on voit que c'est essentiellement C5, C6, avec un peu de contingent du plexus cervical superficiel pour le nerf supraclaviculaire. Ça veut dire que si on fait un bloc interscalénique au niveau C5, C6, on va pouvoir faire la chirurgie de l'épaule. C'est pour ça que le bloc interscalénique, c'est le gold standard. On appelle ça l'abord plexique de l'anesthésie locorégionale de l'épaule. Okay, alors ça, c'est décrit depuis très longtemps. Il y a 3 façons d'aborder le bloc interscalénique. L'abord postérieur. Okay. Le problème, c'est qu'on va flirter avec l'apophyse transverse des vertèbres cervicales. Il y a un risque de péridurale cervicale et il y a un risque de complications. Puis c'est douloureux parce qu'on traverse beaucoup de muscles à cet endroit. Donc en gros, c'est une voie qui est abandonnée. Je pense que plus personne pratique cette voie. Et après, il y a l'abord latéral dans le plan. C'est-à-dire que vous allez placer votre sonde comme ça. Vous allez ponctionner ici et vous allez passer à travers le scalène moyen. Le problème, c'est que dans le scalène moyen, il y a le scapulaire dorsal et le thoracique long qui cheminent. Et ils sont très difficiles à distinguer de la masse musculaire. Donc il y a un risque de les abîmer. Et puis c'est aussi douloureux parce qu'il y a un passage intramusculaire. Et puis il y a l'abord latéral modifié. Alors cette fois-ci, on va piquer comme ça. Donc on va piquer hors du plan. Mais par contre, on va se faufiler entre les deux scalènes. Donc c'est moins douloureux. Et il n'y a pas les risques de léser les nerfs intramusculaires. Et ça permet aussi de poser un cathéter. Alors je vais souvent faire le présentateur météo, parce que c'est de la natte quand même. Donc le stoplight sign a été un peu réévalué en 2016 par Franco, avec une approche anatomique qui avertissait sur les risques. Alors le stoplight sign, c'est quoi? C'est qu'en fait, là vous avez le scalène antérieur, là vous avez le scalène moyen, et en fait vous avez 3 racines qui se superposent. Okay. Alors en fait, quand on regarde les racines comme ça, on se dit, on m'a appris que la bifurcation carotidienne, la racine qui émerge de cette apophyse transverse, c'est C4. Donc après, je vais suivre cette racine. En dessous, j'ai C5, C6, C7. Le bloc interscalénique, c'est C5, C6, C6, C7. Je vais piquer en profondeur et je vais avoir une diffusion qui va remonter le long de mon aiguille. Donc je vais piquer entre le feu orange et le feu vert. Comme ça, je suis bien. Mais en fait, si vous faites ça, vous allez piquer. Donc si vous piquez à cet endroit-là, vous allez piquer non pas entre C6 et C7, mais entre C6 et C6, vous allez être en intraneural, parce qu'à cet endroit-là, C6 présente une anatomie comme ça. En fait, ce n'est pas C7 que vous voyez, c'est la branche inférieure de C6. Donc, il faut se méfier de ça. Et puis, vous pouvez avoir aussi une branche C6 qui est complètement fusionnée. Donc, le stoplight sign en 2016, on réévalue, on fait gaffe, il faut piquer entre C5 et C6. Okay, comme ça, vous n'avez pas à vous soucier, c'est C6 ou c'est C7. Hop. Alors ça, c'était l'abord plexique, c'est le gold standard, le bloc interscalénique, tout le monde connaît.
Et ce bloc interscalénique, il est un peu challengé comme tous les blocs classiques. C'est-à-dire comme le bloc fémoral va être challengé par le canal des adducteurs, comme le bloc sciatique va être challengé par le bloc de cheville, eh ben on va essayer d'être un peu plus périphérique avec le bloc interscalénique. Pourquoi? Pour éviter, alors cette fois, ce n'est pas un bloc moteur du quadriceps qu'on va éviter, comme pour le bloc du nerf fémoral, mais c'est la paralysie diaphragmatique qui est liée à la diffusion au niveau C4 de l'anesthésique locale. Alors pour ça, vous avez vu tout à l'heure sur l'innervation de l'épaule, 70% de l'innervation de l'épaule, notamment en profondeur, au niveau de la capsule articulaire, c'est le nerf suprascapulaire. Alors en nerf suprascapulaire, on peut l'aborder en sélectif, donc avoir vraiment un abord sélectif. Alors c'est un nerf qui est assez facile à trouver. Vous placez le patient de dos comme ça, et puis vous allez repérer l'épine, ici l'acromion, et vous allez rechercher en fait l'échancrure spinoglénoïde ici. On la sent même quand on n'est pas très gros. En écho, c'est très visible. Vous allez injecter l'anesthésique locale dans cette petite fossette où le nerf suprascapulaire chemine avec l'artère suprascapulaire. Ça peut aussi être le siège de kystes qui vont entraîner des compressions du nerf et des neuropathies au niveau de l'épaule qui peuvent être traitées chirurgicalement. Donc vous allez placer votre sonde ici, vous allez injecter directement au niveau du nerf suprascapulaire. Vous pouvez aussi placer un cathéter à cet endroit-là et vous allez avoir une équivalence de 70% en termes de couverture analgésique par rapport à un bloc interscalénique et vous allez éviter la paralysie diaphragmatique. Alors en termes de consommation analgésique, vous voyez que sur cette méta-analyse du SEIN en 2017, le bloc suprascapulaire, il est à peu près non inférieur au bloc interscalénique. Si on regarde d'un peu plus près, en fait, sur les premières heures, le bloc suprascapulaire est un peu moins performant. Après, quand on passe sur de l'analgésie pure, c'était des procédures qui étaient essentiellement peu invasives. Ce n'était pas de la grosse chirurgie essentiellement. Donc on avait une équivalence, on peut se dire que c'est pas mal. Si on veut aller plus loin, il faut ajouter le nerf axillaire, aussi en blocage sélectif. Donc vous allez rechercher ici le sillon postérieur du deltoïde. Voilà, vous voyez sur l'image, on le voit bien. Et l'artère circonflexe postérieure de l'humérus. Et le nerf axillaire est juste à côté. Vous injectez à cet endroit-là et vous allez rattraper ce qui vous manque pour avoir une non-infériorité par rapport au bloc interscalénique. Alors quand on fait ça, forcément, quand on fait ces deux approches sélectives, ça prend plus de temps. Vous voyez qu'ici, le procedure time est doublé par rapport à un bloc interscalénique. Mais par contre, de façon surprenante, c'est que quand on fait un bloc sélectif du suprascapulaire et de l'axillaire, on a un taux d'échec plus élevé sur les contingents suprascapulaires et axillaires par rapport au bloc interscalénique. C'est-à-dire que la meilleure façon d'avoir un bloc efficace du nerf axillaire et du nerf suprascapulaire, ce n'est pas de faire un blocage sélectif, c'est de faire un bis. Parce que c'est des nerfs qui sont un peu plus difficiles à identifier, un peu plus difficiles à bloquer en sélectif. Donc, il faut se méfier. Ce n'est pas parce qu'on fait un blocage sélectif qu'on a une meilleure efficacité sur le nerf qu'on cherche à bloquer. Parce que c'est des nerfs qui ont peut-être un taux de succès plus faible qu'un abord plexique. Okay. En termes de niveau douloureux, c'est quand même un petit peu moins bon. Alors, plutôt que de faire le bloc sélectif suprascapulaire et axillaire, de perdre du temps, on va essayer une approche antérieure du nerf suprascapulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de piquer en postérieur, on va piquer en antérieur, au niveau de l'omoïdien et du trapèze du sternocléidomastoïdien, on va piquer à cet endroit-là. L'intérêt, c'est quoi? Ça vient du fait qu'on comprend un petit peu mieux la systématisation du plexus brachial et de la division postérieure du tronc supérieur. Et au niveau de la division initiale du nerf suprascapulaire, on est assez près de l'émergence du nerf axillaire. Et donc, on pense que cet abord antérieur va permettre en une seule injection de couvrir à la fois le territoire du nerf suprascapulaire et le nerf axillaire. Donc, on appelle ça le bloc suprascapulaire antérieur. Le problème, c'est qu'on se rapproche dangereusement de la plèvre. Et quand on cherche à faire un bloc pour épargner la fonction diaphragmatique, qui est, sans le cacher, systématiquement bloquée lors d'un bloc interscalénique, si on fait un pneumothorax, ce n'est pas terrible non plus. C'est contre-productif, vous voyez que la plèvre qui est très proche. On peut descendre encore plus bas et avoir une approche supraclaviculaire cette fois. Vous voyez qu'ici, la plèvre, on est vraiment très très proche. Alors on peut placer des cathéters, mais par contre, le taux de pneumothorax est plus élevé. Donc à vous de balancer un peu le bénéfice-risque.
de cette procédure. C'est des procédures qui sont toujours plus longues que la réalisation d'un bloc interscalénique. Alors peut-être qu'il y a une courbe d'apprentissage, mais le bloc interscalénique, pour ceux qui le pratiquent, c'est assez facile. C'est des blocs aussi qui mettent un peu plus de temps à s'installer. Alors c'est sûr que sur la paralysie diaphragmatique, c'est mieux, mais ce n'est pas zéro non plus. Vous voyez que le taux de paralysie diaphragmatique ipsilatérale dans le cas d'un bloc interscalénique, c'est 95%. On peut dire que c'est tous les patients. Par contre, il y a quand même 10% des patients avec une approche supraclaviculaire qui ont aussi une paralysie diaphragmatique ipsilatérale. 10%, ce n'est pas rien. Surtout quand on cherche précisément dans la sous-population des patients les plus fragiles à faire un blocage sélectif pour éviter cet écueil. En termes, et ça c'est assez amusant, c'est qu'en termes par contre, parce que là on parle d'excursion diaphragmatique, de blocage diaphragmatique, alors effectivement en termes de commande motrice du diaphragme, l'excursion diaphragmatique est plus conservée dans l'approche supraclaviculaire. Par contre, pour ce qui est de la capacité vitale, de la capacité expiratoire forcée, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beau avoir une préservation hémidiaphragmatique, il n'y aura pas forcément d'impact qui atteindra le seuil de significativité pour dire que c'est vraiment conservateur. Intellectuellement, c'est séduisant. En pratique, c'est un peu moins clair. Et en tout cas, pour les 10% des patients qui ont aussi un bloc, là, c'est zéro. Par contre, ils ont plus mal, ça c'est sûr. Ça, vous voyez que dans le cadre du bloc interscalénique, qui est la partie ici, là, vous avez ISB à chaque fois à côté du SSB, il y a beaucoup plus de patients qui ont 0 de N dans le groupe interscalénique, des patients qui ont un peu plus de douleur dans l'autre. Alors quand on compare ces trois approches avec une étude prospective de Ho-Young en 2018 dans l'anesthésiologie, on voit qu'il n'y a pas de secret. Plus on cherche à être sélectif, moins on va couvrir les racines nerveuses et on va avoir une analgésie un peu moins performante. Alors là, c'est assez surprenant, c'est que la douleur médiane, alors ça c'est une façon aussi, il faut se méfier des études sur la douleur. C'est très difficile d'évaluer la douleur. Soit on dit la douleur maximale, soit on dit la douleur moyenne, soit on dit la consommation de morphine. Quand on commence à vous parler de douleur médiane, on commence à essayer de vous arnaquer, souvent. Pas dire. Donc la douleur médiane, vous voyez 2,1, 2,6, c'est-à-dire qu'on a moins mal dans le bloc interscalénique. Par contre, on consomme plus de morphine. Ouais, ça, c'est les microgrammes équivalents en fentanyl. Donc c'est assez surprenant. Sur la capacité vitale, vous voyez qu'il y a une différence nette. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, si on va chercher un peu plus en détail sur la consommation opioïde dans cette étude, il chargeait complètement. Alors il y a peut-être un effet Hawthorne. C'est-à-dire que vous voyez, les patients du groupe interscalénique recevaient 36 microgrammes de Fenta et ceux du groupe suprascapulaire 23. Ça ne peut pas être du double aveugle, cette étude. C'est une étude en open label, forcément. Vous faites un supraclaviculaire, vous savez que vous ne faites pas un interscalénique, il n'y a pas de sham. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un effet quand même. En tout cas, la différence est significative. Qu'on n'aille pas me faire croire que les patients qui avaient un bloc interscalénique devaient consommer fentanyl en PEROP. C'est le gold standard, on ne peut pas faire mieux. Donc il y a un peu une arnaque là-dessus. Si on soustrait de la consommation totale opioïde l'injection PEROP qui est biaisée par le open label, qu'est-ce qu'on a? Groupe interscalénique 6, supraclave 9 et suprascap 12. Le double. Voyez, alors méfiez-vous des papiers, souvent on veut vous vendre des choses. Alors c'est sûr, c'est nouveau, c'est sympa, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Et ça fait quoi de faire de la morphine? Ça fait à peu près la même chose que de faire un bloc diaphragmatique. En fait. C'est-à-dire que quand on compare le cathéter interscalénique avec l'absence de cathéter, c'est-à-dire une analgésie intraveineuse, on voit qu'on a le même impact en fait. Vous allez avoir le même impact en termes de capacité respiratoire. Vous allez réduire votre capacité respiratoire, c'est-à-dire que si vous mettez... Parce que quelquefois, on peut se dire, mon patient est BPCO, il est à risque d'événements indésirables graves post-opératoires sur une chirurgie de l'épaule. Je vais éviter de lui mettre un bloc interscalénique, un cathéter interscalénique, je vais faire de la morphine, je n'ai pas envie de lui bloquer un diaphragme. Mais si vous faites de la morphine, vous allez aussi entraîner une dépression respiratoire, vous allez entraîner des atelectasies, un dérecrutement, et ce ne sera pas mieux. Sauf que vous aurez encore plus d'effets indésirables. Donc les blocs sélectifs trouvent leur place ici. Alors, pour résumer un petit peu la place des différents blocs, selon les indications, alors je pense que c'est un peu précoce pour vous parce que vous êtes encore jeune,
mais sur les indications d'acromioplastie simple, en gros la chirurgie qui fait pas mal, acromioplastie simple, résection acromioclaviculaire, une stabilisation simple de la clavicule, une ténotomie simple du biceps ou un bancarte mais sans remplissage, vous pouvez vous contenter d'une injection unique en bis, faites de la dexaméthasone en IV, ça a des effets anti-émétiques, ça a des effets analgésiques indépendants de l'anesthésie loco-régionale et en plus ça prolonge un petit peu votre bloc en injection unique. Vous voyez comme quoi je ne suis pas un ayatollah du cathéter, je fais aussi l'injection unique. Si par contre vous avez de la chirurgie plus douloureuse, c'est-à-dire que le bancarte avec remplissage, la butée, la coiffe ou la prothèse, je pense que le cathéter scalenique reste quand même le gold standard. Si vous avez un patient qui est vulnérable à la douleur, c'est quoi un patient vulnérable à la douleur? C'est un patient qui arrive déjà sous palier 2 ou palier 3. C'est un patient qui est dépressif, un patient qui a déjà des douleurs ailleurs. Par exemple, un patient qui est un lombalgique chronique, qui se présente pour une chirurgie de l'épaule, il est à plus haut risque de douleur aiguë post-opératoire que le patient qui n'a pas mal au dos. Parce qu'en fait, il y a des phénomènes de sensibilisation centrale à la douleur qui vont le rendre vulnérable à toutes les douleurs. Donc chez ces patients-là, on pourra, chez le fibromyalgique, etc., élargir les indications du cathé. Ça, c'est les protocoles qu'on fait à la maison. Si vous avez un patient insuffisant respiratoire, je pense qu'il faut quand même essayer de faire du bloc sélectif. On commence à avoir un niveau de preuve qui est un peu croissant. Il ne faut pas en attendre non plus une révolution. Il faut aussi s'attendre à une analgésie un peu inférieure et surtout un risque d'échec plus élevé. Donc, c'est des patients qu'il faut bien évaluer, en tout cas jusqu'à ce que vous deveniez expert sur la technique. Là, comment on fait pour savoir si le patient il est à risque ou pas? Vous l'envoyez chez le pneumologue s'il a des antécédents et vous demandez au pneumologue si le patient est capable de supporter une perte de 25% de sa capacité vitale. C'est ce qui va lui arriver avec un bloc interscalenique. Les pneumologues seront très contents de faire des EFR à vos patients. Alors au niveau du bras, une nouvelle approche qui a été décrite, alors l'approche rétroclaviculaire du bloc en gros supraclaviculaire, on peut dire. Alors, je sais pas, à l'époque du neurostime, tout ça c'est des blocs qui étaient abandonnés. Le bloc supraclaviculaire, etc. On n'aurait jamais pensé à faire ça sans écho. Vous voyez là maintenant, vous voyez que la spécialité a progressé, qu'on est vraiment mûr et qu'on est capable d'aller flirter avec la plèvre. Vous voyez, il faut déposer l'anesthésique locale ici, l'aiguille est là, ça c'est la plèvre en fait. Donc en fait, ça ressemble presque à un drain thoracique, quoi, si vous voulez. Si vous faites un test d'aspiration. Voilà, en gros, pas d'intérêt par rapport à l'approche supraclaviculaire. Et comment ils essayent de nous vendre cette approche? Déjà, c'est nouveau, c'est sympa. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus confortable pour le patient. Et ils parlent d'une satisfaction plus élevée du patient. Bon, je ne sais pas comment ça a été évalué, mais en tout cas, voilà, c'est un nouvel abord récemment décrit qui peut être intéressant à voir. Après, il y a une autre approche, cette fois du bloc infraclaviculaire. Je ne sais pas si vous faites des blocs infraclaviculaires, ça vous arrive. En dehors du bloc axillaire, vous n'êtes plus trop à l'aise. Déjà, quand est-ce qu'on fait un bloc infraclaviculaire? Quand est-ce que c'est pertinent? Par exemple, dans la chirurgie de traumatologie du membre supérieur, où vous ne pouvez pas prendre le bras du patient, le mettre comme ça ou le mettre comme ça. L'avantage du bloc infraclaviculaire, le patient garde le coude au corps. Ou alors chez les petites mamies arthrosiques pour un canal carpien, allez lui faire ça, ça peut être difficile, voire vous pouvez la luxer carrément. Donc l'approche, c'est contre-productif, on va dire. L'approche infraclaviculaire est sympa, et le bloc infraclaviculaire, c'est un bloc qui est compliqué parce qu'on est bridé en haut par la clavicule, et donc on va avoir une incidence d'aiguille assez plongeante, on va avoir tendance à dépasser les 45 degrés, et c'est douloureux pour le patient. Et puis c'est un bloc où on va avoir, alors ça c'est la nouvelle approche, mais juste je vous montre, c'est un bloc où on va avoir, ça c'est le bloc infraclaviculaire, c'est la référence, où on va avoir les troncs latéraux postérieurs et médians qui vont être répartis de part et d'autre de l'artère. Donc vous allez arriver avec votre aiguille comme ça. Alors l'idée c'est d'aller en postérieur de l'artère, de faire une seule injection et d'essayer d'obtenir une image d'encorbellement postérieur. Alors vous verrez que souvent le faisceau médial est un peu exclu de cette diffusion et vous allez vous retrouver à jouer avec votre aiguille et quelquefois à passer au-dessus de l'artère pour aller chercher sélectivement le faisceau médial. L'avantage de cette nouvelle approche, qui est l'approche costo-claviculaire de Lee, en fait c'est l'équipe de Karmakar, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une sonde comme ça par rapport à la clavicule, c'est d'avoir une sonde un peu plus comme ça, et on va
mettre les 3 faisceaux du même côté de l'artère. Donc c'est quand même plus commode de faire un bloc comme ça. Vous aurez la même diffusion, vous aurez le même territoire, et il y aura moins de repositionnement d'aiguilles, sachant que c'est souvent une profondeur de entre 5 et 8 cm selon les patients. Ben, ça fait autant de douleur en moins pour le patient, c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà, bon là on montre la technique. Ben, ça il faut l'apprendre, c'est pas ici que vous allez apprendre à faire un bloc costoclaviculaire. C'est juste savoir que ça existe et essayer de l'apprendre avec vos mentors, ça peut être pas mal. Sur l'onset time, c'est intéressant aussi, il faut savoir que le bloc infraclaviculaire, c'est un des blocs qui met le plus de temps à s'installer, et c'est un des blocs sur lesquels on a le plus de difficultés à diminuer les volumes malgré l'échographie. C'est-à-dire que ce sera difficile d'aller en dessous de 20 millilitres avec un bloc infraclaviculaire, mais avec cette approche-là, le volume intuitivement sera plus faible parce que tout est groupé du même côté de l'artère. Et puis sur l'onset time, il y avait un bénéfice quand même, vous voyez, qui ne se dément pas jusqu'à l'installation complète. Et ça peut être un facteur quand vous êtes en remplat, par exemple. Alors ça, c'est le bloc le intercostobrachial et cutané médial du bras. Alors moi, c'est un bloc que je trouve intéressant en pratique. Ce n'est pas le truc qui va vous servir tous les jours, mais par exemple pour les retraits d'implanons, ouais, on le voit de plus en plus, des implanons qui ont été mis un peu trop profondément, ou alors sur de la chirurgie de libération du nerf ulnaire qui remonte un peu. Quelquefois, on se retrouve embêté parce qu'avec un bloc qui soit axillaire ou infraclaviculaire d'ailleurs, vous aurez toujours une zone frontière qui peut être sensible. Votre patient va être sensible, douloureux, il va perdre confiance dans la technique d'anesthésie loco-régionale, vous allez devoir le sédater, vous avez perdu le match, quoi. Donc, moi, sur la chirurgie de libération ulnaire, je fais un testing systématique au froid, à la douleur. Si je vois que je suis limite par rapport à l'incision chirurgicale, je vais rajouter un intercostobrachial. Et ce papier est sympa parce qu'il montre qu'il faut se rappeler qu'il y a plusieurs faisceaux, notamment du cutané médial et de l'intercostobrachial. Moi, j'avais pour habitude de piquer uniquement celui-ci. C'est assez facile. Ça, c'est le bloc axillaire tel que vous le connaissez. Ça, c'est le biceps brachial. Ici, c'est le grand dorsal. Là, vous avez le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf médian, le musculocute. Et ici, quand vous regardez attentivement, entre le médian et l'ulnaire, vraiment sous le fascia brachial, vous avez l'intercostobrachial. C'est même des blocs moi, que je fais sélectifs sur la chirurgie de lifting des bras après chirurgie bariatrique. C'est un truc qui peut être vachement douloureux. Enfin, vous avez une incision qui va de là à là. Vous faites un intercostobrachial, ça marche de folie. Et vous faites juste 2 millilitres à cet endroit-là. Vous n'aurez pas de bloc médian, pas de bloc ulnaire, même avec de la Naro 375, et vous aurez une bonne analgésie à cet endroit-là. Par contre, il faut compléter sur le grand dorsal, donc vous allez descendre avec votre sonde un peu en arrière, et vous allez trouver ici un autre rameau du cutané médio-brachial du bras et l'intercostobrachial qui est ici. Vous allez pouvoir aller un peu plus en postérieur, parce que souvent, le cutané médial antérieur, c'est limité à la partie antérieure, et en postérieur, vous êtes aussi un peu juste, donc c'est bien de faire ce complément-là. Ça vous donnera vraiment une bonne couverture au niveau du bras. Hop. Vous voyez, c'est ce petit truc-là. Enfin, il faut le voir en vrai, ça. Mais regardez la prochaine fois que vous faites un axillaire, vous le verrez. En fait. Il suffit de le chercher. Bon, après, sur la main, on va arrêter là. Je ne vais pas parler de la wallante, parce que pour moi, ce n'est pas de l'anesthésie loco-régionale. Et juste rappelez-vous qu'on n'est pas obligé de faire de la wallante pour faire des blocs, un blocage sélectif au niveau de la main. On peut aussi sortir son échographe et puis bloquer le nerf ulnaire, bloquer le nerf médian, bloquer les branches radiales. Vous n'aurez pas de bloc moteur à cet endroit-là. Les branches motrices, elles partent à peu près au niveau du coude ou un peu plus bas. Donc vous aurez un bloc sensitif pur. Alors oui, c'est sûr qu'il y aura toujours le problème de garrot, mais la chirurgie de la main, c'est rarement un souci. Sinon, il faut réfléchir à d'autres indications. Voilà, je l'ai fait courte pour rester simple. Merci pour votre attention. Des questions ? Ouais. C'est terrible ce truc. Oui, j'ai une question par rapport à l'anesthésie de l'épaule. Je sais que je pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais j'aime bien échanger. Par rapport tu dis de plus en plus, les insuffisants respiratoires, on a tendance à se permettre de faire des blocs interscaléniques de plus en plus élargis en termes d'indication, parce que la morphine fait pire que mieux.
Alors, je suis assez d'accord. Cela dit, maintenant, je fais vraiment le distinguo entre les différents types d'insuffisance respiratoire. Et autant sur les BPCO peu sévères, je ne me pose même plus la question, j'y vais. Autant chez les restrictifs ou même certains obèses morbides, parce qu'il y a quand même le syndrome d'hypoventilation alvéolaire de l'obèse qui est souvent sous-diagnostiqué. Et j'ai déjà eu quelques surprises en salle de réveil. Alors, fort heureusement, un bloc interscalénique en single shot, ça se lève relativement vite. Donc il suffit de serrer les fesses quelques heures et des fois ça passe. Mais à tel point que pour certains patients, on est un peu limité. Alors on a des dispositifs qu'on avait achetés avec l'UF Recherche, où on a de la spirométrie portable. Et vraiment, si on a le doute, ça arrive très rarement, hein, je te rassure quand même, hein, mais on leur fait une capacité vitale avant pour voir s'ils sont limite ou pas. Ça reste exceptionnel, hein, je te l'accorde, mais les restrictifs, je suis vraiment méfiant. Autant les obstructifs, à moins qu'ils soient sur un stade où ils sont vraiment très distendus et en train de respirer comme un petit oiseau, enfin un petit poisson hors de l'eau. Voilà. Je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Est-ce que tu as très élargi tes indications ou est-ce que tu restes méfiant comme beaucoup de monde? En gros, nous, on a la consulte pneumo très facile. C'est-à-dire qu'on a, déjà on fait un stock bang à tous nos patients en consultation d'anesthésie. Et les patients qui sont à risque élevé de syndrome d'apnée non diagnostiqué, on les envoie faire une polysomnographie avant la chirurgie. Ça, c'est déjà le premier truc. Et chez le patient qui décrit une dyspnée, c'est-à-dire qu'il y a une capacité mètre entre 4 et 10, quoi, on va les envoyer chez le pneumologue. Ça, c'est l'air d'évaluation. Pour deux choses. Déjà parce qu'on ne se sent pas de faire nous-mêmes l'évaluation respiratoire. Et puis pour aussi un côté médico-légal. On est en structure privée, donc on préfère avoir un avis spécialisé. Mais je pense qu'une spirométrie, si tu as l'habitude et tu l'as intégrée dans un protocole, c'est tout à fait défendable. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, c'est surtout sur l'insuffisant respiratoire. C'est la capacité vitale qui va s'amputer. Donc, sur la capacité expiratoire forcée ou autre, ce sera pas un problème, le BIS. Le problème, c'est chez le patient obèse. Si tu ne fais pas le BIS, tu fais la morphine, c'est pas terrible non plus. Donc, c'est vraiment la place des blocs sélectifs. Et là, on peut reconnaître à ces nouveautés de l'ALR du ventre supérieur vraiment un bénéfice, parce que ça nous arrive, alors c'est pas fréquent, c'est 3-4 patients par an où on va faire des blocages sélectifs. Alors il faut quand même entretenir sa compétence à le faire pour ne pas avoir de sous-indication de ces blocs, mais c'est vraiment là-dessus, quand le pneumologue va nous dire que le patient est limite et qu'il ne peut pas se faire amputer de 25% de sa capacité vitale, qu'on va faire les blocs sélectifs. Et en tout cas, la morphine, c'est jamais une solution, la PCA. C'est-à-dire que ce n'est pas une alternative à l'ALR. Voilà, faites du bloc sélectif plutôt que de la morphine, ça c'est sûr. Et souvent, le BIS, ça se passera bien. Nous, on n'a pas accès au pneumologue de façon si facile, eu égard à la démographie médicale du Nord-Pas-de-Calais. Mais on fait aussi ces blocs disto, mais chez le patient obèse, en plus, c'est d'autant plus difficile. Et c'est typiquement le patient à qui il faudrait un bloc distal pour qui c'est très compliqué de le faire, quoi. Donc c'est vrai que cette stratégie-là de se dire, allez, on vérifie, parce que ça marche tellement bien, le bloc interscalénique, comme tu l'as dit, si on s'en prive pour rien, c'est dommage. Le bloc supraclaviculaire pour avoir antérieur, et là, c'est là où tu montres qu'il y a 10% de cas où on peut avoir le phrénique. Il y a quand même du phrénique. Voilà. Donc ça, à mon avis, si tu as le moindre doute, celle-là, tu ne peux pas la faire. Oui, il faut faire 10%, ça ne se tente pas. En tout cas, on est bien d'accord. Vous avez une autre possibilité, c'est le bloc que moi j'ai déjà fait plusieurs fois, que je réserve extrêmement rarement parce que c'est un peu douloureux, mais efficace, c'est de le faire par voie postérieure. Et c'est d'ailleurs la voie de la douleur chronique. Parce que là, il est extrêmement sélectif. Si tu le fais par voie postérieure, tu n'auras jamais la moindre atteinte du phrénique. Et tu auras exactement le même résultat sans atteinte du phrénique. Mais ce n'est pas facile à faire. C'est ça, surtout chez l'obèse. Oui. Moi, j'ai déjà fait, c'est difficile. Mais en tout cas, c'est une voie sûre. Voilà. Oui, complètement. Et le bloc du nerf axillaire, si vous rajoutez au bloc suprascapulaire postérieur le nerf axillaire, vous avez vraiment une bonne couverture. Il vous manque le pectoral latéral et le supraclaviculaire. Le supraclaviculaire, c'est un plexus cervical superficiel.
ça va concerner le territoire cutané. Savoir qu'il n'y a jamais de bloc diaphragmatique avec un plexus cervical superficiel parce que vous ne passez pas la lame, le fascia superficiel. Donc vous n'aurez jamais de paralysie phrénique. Donc vous pouvez faire un plexus cervical superficiel pour la peau. C'est particulièrement vrai pour la chirurgie ouverte et la chirurgie prothétique de l'épaule. Donc vous allez couvrir ça. Vous faites un axillaire pour couvrir aussi la peau au niveau du deltoïde et couvrir la capsule antérieure et postérieure. Et vous faites un suprascapulaire sélectif. Je pense que c'est une bonne approche sûre à 100% au niveau du blocage diaphragmatique, comme le dit Luc, et qui vous donne quand même une analgésie si vous faites un tribloc qui devient équivalent au glisse. Ouais. C'est pipeau. C'est pipeau parce que si tu veux, ça fuit dans tous les sens et c'est pas souhaitable. Non, on est d'accord, c'est pas très efficace. Et après, il y a juste pour rebondir là-dessus, vous savez que les cathéters intra-articulaires dans l'épaule, en dehors de la chirurgie prothétique, parce qu'il n'y a plus de surface articulaire dans la chirurgie prothétique, il n'y a plus de soucis, c'est là où ont été écrits les signes de lyse du cartilage liés aux anesthésiques locaux. Vous savez que les anesthésiques locaux, c'est myotoxique, c'est chondrotoxique, c'est neurotoxique, c'est toxique pour tout, c'est bactériostatique. Et quand vous le mettez dans une articulation, vous allez détruire le cartilage, surtout sur de l'injection continue. Et là, sans parler du risque d'infection qui est beaucoup plus élevé. Donc le cathéter intra-articulaire, alors on ne parle pas du cathéter d'infiltration de paroi qu'on peut voir dans la chirurgie abdominale, c'est un autre sous-type de cathéter, un cathéter intra-articulaire. J'ai juste une remarque et une petite question. C'est qu'il y a justement dans l'évaluation respiratoire de ces patients-là l'intérêt probablement de faire de l'échographie diaphragmatique en préopératoire et éventuellement en post-opératoire, parce qu'en fait on a constaté quand même que chez les patients à qui on faisait un BIS, il y avait une compensation contralatérale de diaphragmatique et donc du coup une fonction respiratoire qui le plus souvent n'était pas altérée. C'est pour ça qu'il n'y a pas 50% d'amputation de la capacité. Exactement. Parce qu'en fait, il y a un effet d'entraînement avec le diaphragme contralatéral. C'est-à-dire que les deux piliers fonctionnent ensemble. Vous allez tirer un petit peu, grâce au diaphragme contralatéral, votre côté endormi. Est-ce que toi, justement, tu as une expérience de l'échographie diaphragmatique chez les patients chez qui potentiellement tu peux avoir un doute? Tu les envoies certes chez le pneumologue. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire de l'écho diaphragmatique? Mais tu veux dire une fois que le bloc est fait? Non, avant, si tu as le moindre doute. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter comme information? Éventuellement, tu peux, chez les patients justement insuffisants respiratoires, il y a des patients chez qui le diaphragme, de toute façon, il bougera pas beaucoup. Le problème, c'est la fiabilité de l'information que vous allez retirer. C'est-à-dire qu'à titre de documentation, vous pouvez toujours vous dire, voilà, j'ai l'impression que... Mais moi, chaque fois que je prends une décision, déjà, je recherche sa pertinence, etc. Mais je m'imagine aussi en train de devoir défendre cette décision devant des personnes qui m'interrogeraient sur sa pertinence. Et n'étant pas expert, si tu veux, et n'ayant pas de littérature sur le sujet, je ne vois pas ce que cette information pourrait m'apporter de déterminant dans ma stratégie thérapeutique. Donc à partir de là, en dehors du luxe, si tu veux, que ça m'apporte intellectuellement, je ne l'intègre pas dans mon algorithme décisionnel. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, on a des pneumologues qui veulent travailler, on est en ville, on a des correspondants qui travaillent juste à côté, on les appelle, on dit écoute, ça se passe comme ça, je vois une patiente en consultation, un patient qui a un stop bang qui est élevé ou autre, j'appelle la pneumo, je dis tu peux me le faire. C'est la stratégie de la sagesse et l'avantage de travailler en libéral. Ouais, je pense qu'à l'hôpital, c'est aussi faisable, mais il faut monter des circuits en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver des interlocuteurs. Vous cherchez des gens motivés, il y en a toujours partout. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci. Merci Axel. Merci à vous. Bonne soirée.